Siège national de la sécurité sociale en banlieue parisienne. Au 4e étage, voici le service de la répression des fraudes et le patron du département médical, le docteur Sabat. C'est un médecin qui traque les abus, un policier de la Sécu à la tête d'une brigade d'enquêteurs. Le docteur Danquan qui contrôle tout ce qui est fraude sur les arrêts de travail. Le docteur Motika qui, elle, est en charge le contrôle de toutes les fraudes des assurés, particulièrement sur les fraudes sur les médicaments. Les petites fraudes, celles des assurés sociaux, sont les plus faciles à débusquer. Pour les grosses escroqueries, il y a un service à part à l'étage. Caroline Boulanger qui, elle, a en charge tout le contrôle des établissements de santé. Cliniques, hôpitaux, ce sont les nouvelles cibles de ces enquêteurs. Depuis 1 an, ils épluchent les comptes des établissements de santé. Et la pêche est encore plus fructueuse qu'ils l'imaginaient. Chaque jour, ils découvrent des dizaines de fraudes, souvent complexes, parfois assez grossières. Là, c'est une clinique dans la région du Nord qui nous facture une infiltration dans une épaule à 296 €, alors qu'on n'a en aucune manière l'utilisation d'un bloc opératoire, d'infirmières. Normalement, l'acte aurait dû simplement être facturé 13,29 €. Tarifs gonflés, actes fictifs, escroqueries à grande échelle, nous avons enquêté sur les méthodes de ces médecins fraudeurs, leurs astuces pour tromper l'assurance maladie. Nous avons découvert un système bien rodé, un pillage organisé, parfois en toute impunité. Butin cette année, 120 millions d'euros détournés des caisses de la Sécu, de quoi construire un hôpital de 400 lits. Dijon, première étape de notre enquête. Ce sont des patients de cette clinique très réputée dans la région qui nous ont mis sur la piste. L'établissement est spécialisé dans la chirurgie de l'œil. En mai dernier, Yvonne Bonnefoy, 83 ans, y a subi une intervention sur la cataracte. Elle a passé très peu de temps à la clinique. Je pense n'avoir pas beaucoup dépassé les 20 à 25 minutes bien payées. Hein. Où ça? Je sais pas. À la clinique? Oui, la clinique. Alors, quelques jours après, grosse surprise, je reçois une note, voyez, que voilà. On m'annonce que j'ai eu une hospitalisation et que l'opération a un coût total de 1077,42 €. Eh bien, pour un petit quart d'heure, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Yvonne Bonnefoy avait réglé les honoraires de la clinique. La Sécu l'a remboursé. Dans le même établissement, autre patient, même histoire. Émile Guinchard a passé un simple examen de l'œil. Lui aussi l'a trouvé bien trop cher, 400 € pour une demi-heure de consultation. Je n'ai pas eu ni verre d'eau, ni lit, ni usage de quoi que ce soit. Je ne suis pas entré dans une chambre. Je n'ai pas accepté un règlement comme celui-là. La mutuelle m'a dit « mais vous inquiétez pas, vous serez remboursé ». Est-ce une réponse? Alors que là, on participe tous à une escroquerie. Là encore, la sécurité sociale a payé. Mais cela n'a pas calmé ce retraité très pointilleux. La sécurité sociale, elle a été faite en 1945, c'est au service des salariés et puis gérée par le personnel. C'est pas pour mettre de l'argent dans les propriétaires de cliniques privées. L'accusation d'Émile Guinchard est-elle fondée? Nous avons contacté le directeur de la clinique pour lui demander de répondre. Il a refusé. La clinique de Dijon appartient à la Générale de Santé. 162 établissements en France. C'est le leader de l'hospitalisation privée en Europe. La société a son porte-parole. Il est le seul habilité à nous parler. La tarification, on n'a aucune prise dessus. Regarde, une facture comme celle-là, le prix, il est fixé par la Sécurité sociale et la part de l'assuré, elle est fixée par un texte de loi. Donc, ce que rémunèrent les 1 000 €, c'est l'ensemble. C'est-à-dire du moment où le patient arrive jusqu'au moment où il repart. C'est le matériel, c'est la constitution de dossier médical, c'est la mise à disposition du matériel. Parce que, Mais là, elle a 80-80, elle dit qu'elle est restée 20 minutes. ah bah tant mieux pour elle. Ce n'est pas si simple. Nous avons dû étudier de près les barèmes de la Sécu pour trouver la faille. Pour un séjour de 2 jours, une clinique a effectivement le droit de facturer 1 064 €.
mais à certaines conditions précisées dans ce décret de 40 pages. Il faut notamment qu'une équipe médicale soit mobilisée pour l'intervention, autrement dit plusieurs médecins. Or, Madame Bonnefoy et Monsieur Guinchard n'ont vu qu'un ophtalmologue très brièvement. Un détail qui change tout. La prestation aurait dû coûter 3 fois moins. À Dijon, le correspondant du service d'enquête de la Sécurité sociale est le docteur Zani. Nous lui soumettons le dossier de ces malades en colère. Elle confirme les surfacturations de la clinique. Pour ces tout petits actes, l'établissement n'a pas le droit du tout de facturer. Et là, ça leur permet effectivement de récupérer de l'argent sur la location des salles, du matériel et du personnel infirmier. En épluchant les comptes de cette clinique, le docteur Zani va découvrir des milliers de cas suspects. La clinique a fait 8700 séjours en 2004 et en 2005 pour la même période, on a plus de 13 000 séjours, c'est-à-dire 5 000 de plus. Pour un établissement qui n'a pas modifié son activité, ça paraît peu vraisemblable. Quand on regarde quel type de séjour a beaucoup augmenté, on voit que c'est en grande partie des séjours d'ophtalmologie. Le docteur Zani soupçonne la clinique de s'être fait une spécialité de cette pratique, des petites interventions facturées comme des hospitalisations de 2 jours. C'est ce que va nous confirmer un des médecins du service d'ophtalmologie au téléphone. Plusieurs fois, il s'en serait plaint auprès de la direction, en vain. Quand je suis allé voir le directeur, j'ai demandé rendez-vous. Il m'a dit « Oh, ben, je savais pas, je découvre les choses devant vous. » Je lui ai dit « Attendez, vous ne pouvez pas découvrir les choses alors que la clinique empoche des sommes exorbitantes par patient. Vous ne pouvez pas dire ça. » La direction de la clinique nous soutenait qu'ils avaient le droit et qu'ils n'étaient pas les seuls à le faire. Pour bien comprendre, est-ce qu'un médecin a un intérêt dans ce genre de procédure là, ou est-ce que c'est uniquement dans ces cas-là la clinique qui facture et qui... Alors, c'est la vérité. Oui, c'est pour ça que si vous faites des photocopies, en fait, pour nous faire taire, on ne payait plus de redevance. La redevance, c'est le loyer que doit payer le médecin pour exercer dans la clinique. Comme on utilise l'infirmière, le secrétariat, la machine, l'appareil photographique, et là, comme la clinique se payait autrement et puis qu'on avait quelques-uns à s'étonner, on n'a plus payé de redevance pendant 1 an. D'accord, donc grosso modo, vous ne payez plus l'infrastructure, en échange de ça, vous vous taisez. Voilà, on a tout compris. Ce médecin le reconnaît, il a finalement accepté ce système très rentable pour la clinique. C'est énorme, mais c'est de l'ordre de, à mon avis, plus de 2 millions de chiffres d'affaires en 6 mois. Des accusations graves. Nous confrontons le porte-parole de la Générale de Santé au témoignage du médecin. J'ai cru comprendre que certains praticiens se fermaient un peu les yeux sur certaines facturations envoyées. Non, ça c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Vous savez, je sais pas pourquoi les cliniques ont une image comme ça de malhonnêteté. Moi, je pose des questions. Hein. Ah oui, mais c'est intéressant parce que ça retrace bien. Vous dites tout haut ce que plein de gens pensent tout bas. Le docteur Zani de la Sécurité sociale a poursuivi son enquête et bien établi la fraude massive. Une négociation est en cours pour obtenir le remboursement des prestations. Mais le docteur ne nous le dira pas devant la caméra, l'affaire sera réglée discrètement, sans plainte devant la justice. Pourquoi tant de précautions ? Cet homme a une idée précise de la réponse. Pendant 17 ans, Claude Frémont a dirigé la Sécurité sociale de Nantes. Il est un des premiers à avoir levé le tabou des médecins fraudeurs. Je me souviens du premier jour où j'ai été embauché à la Sécu, mon premier directeur qui me dit « Frémont, vous savez, chez nous, il y a un mot d'ordre, c'est pas de vague ». Clairement, cela signifie qu'il faut contrôler, mais qu'un peu, il faut sanctionner, mais pas trop, parce que ce qui importe, c'est de maintenir un climat relationnel positif avec les professionnels de santé. Claude Frémont a porté de nombreuses affaires de fraude devant la justice. Il s'est attiré les foudres des médecins. Je me souviens ici de 1000 médecins en colère qui venaient protester de toute la France contre la politique que j'avais mise en place, une politique de contrôle, une politique, c'est vrai, de répression des fraudes, et ça a fait beaucoup de mécontents.
Son nom conspué, Claude Frémont démissionne en septembre dernier. Avant de quitter son poste, il reçoit un dossier intrigant, celui de la famille Fomproy. Leur affaire révèle une nouvelle facette de la fraude médicale. Doucement, Étienne. Leur fils Étienne est né handicapé. Il est sourd et presque muet. À demain. Bonne fin de journée. Il y a un an, Florence Fomproy prend rendez-vous avec un ophtalmologue réputé. Étienne doit passer un examen des yeux. Allez, on va voir papa. Il faut aller à Nantes, à 150 km de leur domicile. Étienne, tu travailles? Florence prend une journée de congé. Quand ils arrivent à la clinique, une mauvaise surprise les attend. Lorsque nous nous sommes rendus à cette clinique pour voir le docteur Zanlonghi, une personne nous a informé que le docteur Zanlonghi était absent. Il était parti à une conférence. C'est l'assistante du docteur, une auxiliaire médicale, qui examine Étienne. Fait étrange, Florence Fomproy reçoit 2 factures. Donc une au nom de l'auxiliaire médical, l'orthoptiste que nous avons rencontré, l'autre feuille de soins au nom du médecin, le docteur Zanlonghi. J'ai rappelé donc la secrétaire de la clinique pour lui demander pourquoi on avait une feuille de soins au nom d'un médecin que nous n'avions pas rencontré. Elle m'a dit, écoutez, c'est comme ça, moi c'est les ordres que je reçois, si vous n'êtes pas contente, eh bien tant pis pour vous. Une semaine plus tard, se basant sur les résultats de son assistante, le médecin envoie son compte-rendu à la famille. Il est effrayant. Dans son courrier, il nous informe qu'Étienne est probablement atteint du syndrome du Cher. En tant que parent, on ne voit pas le mot probablement, on ne retient que syndrome du Cher. Et comme je n'ai pas fait d'études de médecine, il a fallu aller sur Internet pour voir ce qu'était le syndrome du Cher. Et quand vous êtes sur Internet, une maman qui regarde ce que c'est que le syndrome du Cher, elle prend peur. C'est très très angoissant. Ça veut dire que l'enfant est appelé à perdre la vue, sachant qu'Étienne est déjà sourd. C'est dur. Donc dans ces grands moments-là, on pleure, on s'effondre. Mais trop souvent, je me suis effondrée par des diagnostics un peu lourds comme ça. Et là, j'ai suffisamment de recul et peut-être une carapace en même temps qui m'ont permis de dire « mais non, on ne fait pas un diagnostic sans avoir vu le patient. C'est pas possible et je ne peux pas accepter ça. » Florence Fomproy écrit à la Sécu et au médecin pour se plaindre. Pour calmer la maman d'Étienne, le médecin rembourse la consultation avec son chéquier personnel, 116 €. Il aurait dû l'envoyer à la CPAM, puisque c'est la sécurité sociale qu'il vole et non pas nous. Nous, il a juste profité de notre vulnérabilité. Mais en aucun cas, on a été lésé financièrement. La sécurité sociale a été lésée. À Nantes, nous avons tenté de rencontrer le docteur Zanlonghi. Il a refusé nos demandes d'interview. Il nous a en revanche envoyé un message dans lequel il rejette la faute sur ses collaborateurs. Fraude, faute ou tout simplement défaut d'organisation lié à la jeunesse de l'équipe, écrit-il. Claude Frémont connaît bien cette affaire. Avant de démissionner, l'ancien directeur de l'assurance maladie de Nantes avait recensé les patients qui disaient n'avoir jamais été examinés par ce docteur, malgré des facturations à son nom. Claude Frémont affirme en avoir compté 54 sur une période de 11 jours. Il conclut à de fausses déclarations délibérées. En septembre dernier, son dossier bouclé, il s'apprête à porter plainte devant la justice quand il reçoit de curieuses consignes. J'ai le souvenir, quelques jours avant mon départ, d'un coup de téléphone donné par la Caisse nationale à ma collaboratrice qui m'aidait à monter le dossier. Un coup de téléphone lui suggérant, plutôt que de porter plainte, de rechercher un arrangement à l'amiable avec le médecin, une sorte de transaction financière, de façon, une fois de plus, à ne pas faire de vagues, de façon, une fois de plus, à ne pas troubler l'ordre établi. La sécurité sociale, victime de l'omerta, nous sommes retournés à Paris pour poser la question au grand patron de la lutte contre la fraude. Ce jour-là, le directeur national des enquêtes, Pierre Fender, tient une conférence de presse sur le bilan de son action. A-t-il donné des consignes pour que Claude Frémont ne porte pas plainte contre ce médecin? Je m'inscris en faux avec ce que vous dites de ce qu'a dit M. Frémont.
Il n'y a pas eu de coup de téléphone à la caisse de Nantes pour dire d'arrêter le dossier. Moi, personnellement, je m'en tiendrai à ma réserve, étant donné que le dossier vit toujours. L'enquête est toujours en cours, vous voulez dire, c'est ça? Je ne commande pas les enquêtes en cours. En 2006, la Sécu a passé au crible 292 cliniques et hôpitaux. Les services de contrôle n'ont transmis aucune enquête à la justice. Le plus souvent, les établissements de soins plaident la bonne foi, l'erreur de gestion. La fraude intentionnelle est difficile à démontrer. Si jamais des établissements, de la même façon que des professionnels ou de la même façon que des assurés, nous arrivons à démontrer que pour ces établissements, il y a de la mauvaise foi et une intention de nuire à l'assurance maladie, nous déposerons plainte au pénal. Il y a un domaine dans lequel la Sécu affiche la fermeté, la chirurgie esthétique. La fraude dans ce secteur est estimée à 10 millions d'euros chaque année. Une opération sur 2 ne devrait pas être remboursée. Pour un amincissement de la taille, des seins plus volumineux, de nombreux médecins maquillent leur facture en chirurgie réparatrice qui, elle, est remboursée par la Sécu. Le docteur Roffet est spécialiste de chirurgie plastique et réparatrice. Il dirige le principal syndicat de praticiens. Pour réglementer sa profession, il travaille directement avec la Sécu et fait la chasse aux escroqueries. La plus fréquente concerne les petits rabotages du nez. Ça, c'est une opération esthétique. C'est une personne qui a une bosse qui lui déplaît. À l'examen clinique, elle n'a absolument aucune déviation de la cloison. Elle a une respiration tout à fait normale. Et il est hors de question pour cela de demander un accord ou une demande de prise en charge par la sécurité sociale. Est-ce que certains chirurgiens, sur des affaires comme ça, peuvent éventuellement réussir à le faire passer ou ça vous paraît totalement impossible? C'est totalement impossible, puisque les critères définis par la sécurité sociale demandent des examens complémentaires pour le vérifier, donc il est totalement impossible maintenant de demander quelque chose qui est indemandable. L'indemandable, il nous a fallu 2 jours pour l'obtenir. Le temps pour notre collaboratrice de décrocher un rendez-vous avec un chirurgien spécialiste du nez. Il exerce dans une grande clinique. Elle ne souffre d'aucune maladie, mais elle explique au chirurgien que son nez ne lui plaît pas. Alors je voulais savoir même le coût de l'opération. Je prends au moins 3 000. D'accord. Il y a 500 € normalement pour l'anesthésiste et l'aide. Donc ça vous fait 3 500, moins 1 000 lorsque il y a le problème de pathologie. La Sécu remboursera 1 000 € s'il y a un problème de pathologie, c'est-à-dire une vraie raison médicale. Pour notre collaboratrice, le chirurgien invente une maladie de la cloison nasale. On se regarde dans les yeux, en fait, vous n'avez pas vraiment une pathologie de la cloison. Vous respirez? Oui, j'inspire. Donc, si on doit faire un examen qui s'appelle une rhinomanométrie, le médecin expert va dire non, on respire correctement. Il n'y a donc pas de trouble de la respiration. Donc il n'y a aucune raison qu'elle soit prise en charge. Aujourd'hui, le chirurgien est confiant, les expertises sont encore rares. Il propose d'envoyer lui-même le dossier à la sécurité sociale. on peut encore le faire, parce qu'on n'a pas trop de contrôle. Je sais que ça va venir. Prions qu'ils ne fassent pas de contrôle pour l'instant. Parce qu'ils peuvent m'appeler aussi pour contrôler. C'est difficile. Après l'opération, c'est difficile de contrôler. C'est opéré, je vous dis qu'ils contrôlent. Ça va être ma bonne foi et la vôtre contre la leur. Au revoir, docteur. L'opération est programmée 5 jours plus tard. Avec une bonne mutuelle, une grande partie de l'intervention sera remboursée. Notre collaboratrice a rencontré 4 médecins qui exercent dans des cliniques réputées. 2 lui ont spontanément proposé de tromper la Sécu. Avec ces nouveaux éléments, nous retournons voir le docteur Roffet qui nous assurait qu'il n'était plus possible de frauder. Je trouve ça inadmissible. C'est totalement inadmissible, c'est condamnable, parce que ça entache toute la profession. Si vous sortez des sentiers battus, vous risquez gros aujourd'hui, parce que la sécurité sociale a commencé ses contrôles, et les patients comme les médecins risquent gros. Qu'est-ce qui risque ce chirurgien? Sur le plan pénal, l'escroquerie à l'assurance. Il risque de rembourser la totalité des interventions indues.
Et il risque, sur le plan ordinal, avoir une plainte de la sécurité sociale et une interdiction d'exercice. Ça fait beaucoup, non? À condition de se faire prendre. Mais la Sécu l'affirme, les contrôles vont s'intensifier. Tous les patients devraient être convoqués avant l'opération. En un an, les enquêteurs de la Sécurité sociale ont récupéré 87 millions d'euros. Sur les 110 milliards dépensés chaque année, c'est une goutte d'eau. Après les médecins, les cliniques et les hôpitaux, d'autres professions sont dans la ligne de mire, les infirmiers, les kinés et les ambulanciers.